Vous regardez New York Info, merci de nous rejoindre pour le plateau de l'invité au Bénin. L'Assemblée nationale a validé le 15 novembre dernier par 90 voix contre 19 une réforme majeure de la constitution du pays. Cette révision redessine la vie institutionnelle avec l'allongement de plusieurs mandats électifs et l'instauration d'un Sénat, la haute chambre du Parlement. Quel avenir pour la démocratie au Bénin? Je reçois pour en parler Nourdi Diallo. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Charlotte Guézéré. Et le Bénin tourne donc une nouvelle page de son histoire institutionnelle. Quels sont justement les changements majeurs concernant cette révision constitutionnelle au Bénin? Bon, comme changement majeur, nous avons le mandat du président de la République qui passe de 5 ans à 7 ans. Maintenant, c'est un septennat au lieu d'un quinquennat. Et que cela est renouvelable une seule fois. Et la phrase « personne ne peut exercer plus de 2 mandats de sa vie » a été maintenue. À cela s'ajoute la durée des mandats des députés et des maires, les conseillers municipaux, qui le mandat a aussi été rallongé porté à 7 ans. Sauf qu'à la différence du président de la République, ces mandats sont renouvelables sans limite pour les députés ainsi que pour les élus locaux. On peut également, ça on le savait, la création du Sénat, d'une nouvelle chambre pour l'Assemblée, une chambre haute. Donc voici quelques les modifications phares. À cela, on peut également citer donc des lois qui sont adoptées et qui seront transmises simultanément à la fois au président de la République ainsi qu'au président du Sénat pour promulgation. Des changements majeurs donc qui font quand même grincer des dents, mais pour certains analystes, cette révision constitutionnelle donne naissance à un nouveau paysage politique et administratif au Bénin. Mais quels sont les éléments disponibles pour confirmer cette analyse? Non, d'abord, il faut dire que dans le contexte actuel, dans le contexte politique actuel, rien ne justifie véritablement cette révision ou, si vous voulez, cette modification de la Constitution. Simplement, le problème, ce qu'on craignait, comme je l'ai dit sur une de vos émissions ici, quand on lance la révision d'une Constitution de cette façon, sans débat préalable, sans discuter avec les concernés, c'est toujours des risques. Mais heureusement que le grand risque que beaucoup d'analystes craignaient n'est pas arrivé. C'est-à-dire que toutes ces réformes vont prendre effet à partir des prochaines mandatures. Donc le président actuel, le président Talon qui est en train de finir son mandat, n'est pas concerné par ces dispositions. Et c'est déjà un petit soulagement. Simplement que les populations n'ont pas été associées à ça. Nulle part on a vu un député qui est entré dans sa circonscription électorale pour en discuter de ces modifications avec sa base électorale. Ça donne le sentiment que effectivement ce ne sont pas des modifications qui vont vraiment dans l'intérêt supérieur de la nation, pas ricocher l'intérêt supérieur des électeurs ou des citoyens tout court. Donc ce qu'on a vu là... Qu'est-ce qui revient au peuple dans ce contexte? Mais difficile de le dire, il n'y a presque rien. Parce que si vraiment c'est pour le rééquilibrage des pouvoirs, ben je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. Le respect des tests disponibles, des tests légaux existants, tout simplement déjà participer à l'équilibre des pouvoirs et à la cohésion sociale. Donc je crois que le gros problème des Béninois, comme de beaucoup d'Africains aujourd'hui, c'est comment joindre les deux bouts. C'est comment remplir le panier de la ménagère. C'est comment avoir une éducation de qualité pour les enfants. C'est comment réduire le déficit quelque peu criard de la couverture sanitaire. C'est avoir de l'emploi pour la jeunesse. Donc je pense que fondamentalement, si cette révision n'apporte rien comme solution à ces problèmes, donc en apparence, il n'y a rien pour le peuple. Le peuple est le seul dindon de la face laissé sur le carreau. Donc, ce n'était pas nécessaire. On sent bien que tout le monde a trouvé son compte, sauf la population. Le président, lui, il voit son mandat rallongé. Au lieu de 10 ans, il va faire 14 ans, c'est bien. Les députés, eux, ils n'ont plus de limitation. Les conseils communaux peuvent revenir autant qu'ils veulent. Donc,
Et à qui profite cette révision? C'est fondamentalement la classe politique. Et justement, pour la classe politique et le pouvoir, ce dispositif va donc permettre, constitue, ou sinon je dirais, un gage de stabilité pour le pays, alors que l'opposition en face dénonce son verrouillage de l'alternance. Et vous constatez plutôt que pour le peuple, c'est plutôt une question de développement qui reste prioritaire. Absolument. Le peuple n'a que faire de toutes ces révisions. Ce qui intéresse le peuple, c'est l'emploi pour les jeunes. Et c'est de la nourriture, c'est vraiment de l'épanouissement. C'est l'autonomisation de la femme, c'est les questions de développement, d'infrastructures, y compris dans les campagnes. Donc je crois que c'est ça qui, en réalité, constitue le besoin réel des populations en Afrique. Et malheureusement que dans plusieurs pays francophones d'Afrique, la loi fondamentale continue d'être modifiée. D'abord, sans débat préalable avec la population, parce que la loi fondamentale, c'est quand même elle qui trace le cadre de vie politique et social qui doit régner dans le pays. Et là, on vient de toucher au vivre ensemble des Béninois sans les impliquer. C'est vrai que les députés sont mandataires, c'est-à-dire qu'ils ont le mandat du peuple, des citoyens, pour légiférer en leur nom et contrôler l'action du gouvernement. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, ça repose un autre débat. Jusqu'à quel point les mandataires ou les législateurs, jusqu'à quel point ils peuvent faire leur travail sans consulter la base. Je crois que c'est ce débat-là, aujourd'hui, qui a refait surface et qui concerne pratiquement, pas seulement le Bénin, mais tous les pays francophones d'Afrique aujourd'hui. Parce que si vous êtes mandataire, vous êtes représentant, mais vous n'êtes pas la personne. Vous représentez quelqu'un, mais dans la réalité, vous n'êtes pas la personne. Donc, quand vous prenez, un représentant ne peut pas être plus royaliste que le roi. Un représentant ne peut pas aller jusqu'à modifier donc, le vivre ensemble, le cadre macro-politique et social dans lequel les gens vivent dans le pays sans poser la moindre question. Est-ce que vous voyez? Donc, et si vous suivez bien ce qui s'était passé, lorsque les députés de la majorité présidentielle ont suggéré cette modification, vous avez entendu, tout le monde a vu les arguments qu'ils ont avancés. Ils ont parlé de la création du Sénat, ce qu'on a vu. Ils ont parlé également du rééquilibrage politique, mais vous avez vu, ils n'ont jamais parlé de la rallonge des mandats des élus. Donc, vous voyez bien ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'en réalité, c'est une modification qui a été faite de manière complètement unilatérale, c'est-à-dire qu'il y a un groupe de Béninois qui se sont vus plus patriotiques que les autres, qui ont décidé de modifier le vivre ensemble des Béninois sans même les informer. À côté de l'Assemblée nationale, un Sénat voit le jour. Voyez-vous le président sortant devenir futur dirigeant de ce nouvel organe? Bon, en tout cas, le bruit court que le président Talon risque de prendre la tête du Sénat, et ce qui n'est pas pour l'instant confirmé. C'est juste des rumeurs qui peuvent évidemment se confirmer. Si on voit la manière dont le président Talon est intéressé par l'avenir du Bénin, de ce qui va se passer après. Dans la logique nouvelle, il siégera au Sénat en tant qu'ancien dirigeant du pays. Oui, il fera partie du fait de ce Sénat qui regroupe, je le rappelle, les autres présidents, même si Yahi Boni a déjà dit que lui ne va pas siéger dans ce Sénat. Bon, maintenant, aujourd'hui, qui tient compte encore de l'opposition au Bénin. Si vous avez vu comment l'opposition a été traitée dès le début, il y a beaucoup de discours qui sont émergés, qui incriminent l'opposition. C'est vrai, l'opposition a ses problèmes. Mais quand vous regardez, par exemple, les raisons qui ont été avancées par Michel Sodinou et consorts, qui traitait le président Yahi Boni de régionaliste et tout,
et que vous voyez que ces 6 députés qui ont démissionné empêchant le parti de se présenter à la présidentielle, quand vous voyez que ces députés sont allés voter pour la révision de la Constitution. Donc vous comprenez que c'est des arguments de des gens qui voulaient abattre le chien. Donc tout simplement, ça veut dire que les raisons qui ont été avancées là ne sont que des raisons de façade. Trouvez-vous surprenant la décision ou l'annonce de l'ancien président Yahi Boni de ne pas siéger au sein du futur Sénat? Bon, Yahi Boni pense que ce Sénat n'est pas opportun et que ce n'est peut-être pas ce dont les Béninois ont besoin. Donc ce dont les Béninois ont besoin pour lui, c'est que, évidemment, que ce sont les questions de développement réel, les questions de droits de l'homme et les questions de, le développement, je l'ai dit. Et donc pour le président Yahi Boni, les vrais problèmes des Béninois sont ailleurs. L'opposition parle d'un verrouillage de l'alternance avec la nouvelle constitution, mais quelles pourraient être les principales conséquences de cette transformation justement pour l'équilibre politique au Bénin? Non, pour l'instant, ce qui va se passer, c'est que nous sommes en période électorale déjà. Le Bénin est en période électorale. Par conséquent, le processus ne sera pas stoppé, mais on risque d'assister quand même à un fort taux d'abstention. Et à partir de ce moment, Romuald Ouadani... Fort taux d'abstention lors de l'élection à venir? Pratiquement de toutes les élections, de façon générale, que ce soit la présidentielle, les communales et les législatives. C'est sûr que beaucoup de citoyens se sentent exclus, notamment les militants de l'opposition, qui comptaient justement voter pour le candidat des démocrates. Donc à partir de ce moment, ces types ne trouveront plus grand intérêt à aller dans l'isoloir pour apporter un soutien à un quelconque candidat. Et puis, l'autre conséquence, c'est que le candidat choisi par la mouvance présidentielle, c'est-à-dire Romuald Ouadani, sera tout simplement élu. Donc, c'est sans surprise. Maintenant, et pour l'instant, il faut quand même préciser que pour l'instant, les Béninois ne sont pas opposés à Romuald Ouadani. Romuald Ouadani a travaillé sous le président Talon. Donc, quand l'opposition ou les Béninois tout court qui ne sont pas d'accord avec la politique actuelle mise en œuvre par le gouvernement, et ils n'ont aucun problème avec Romuald Ouadani pour l'instant. Ils sont opposés au président Talon. Maintenant, quand Romuald Ouadani va venir, c'est sûr qu'ils vont lui laisser un délai de grâce. Et certainement qu'il va falloir que Romuald Ouadani lui aussi travaille à rassurer les Béninois, à montrer qu'il est Romuald Ouadani et qu'il est mature et qu'il peut travailler pour les Béninois, que lui il n'est pas Patrice Talon. Patrice Talon a mené une politique, et en tout cas ses rapports avec l'opposition ont été des rapports très brutaux. Bon, maintenant, lui-même, le président Talon a dit que le Bénin a été victime de la guéguerre qu'il y a entre lui et le président et son prédécesseur Yahi Boni. Et ce qui est tout simplement dommage. Est-ce que c'est ça qui va continuer jusqu'au Sénat? C'est toute la question. Maintenant, on verra comment Romuald Ouadani va rassurer les Béninois quand il va s'installer à la Marina. Ça dépend de quelle décision, de quel gouvernement il va former. Mais déjà, on peut prédire que si il ne rassure pas correctement les Béninois, il risque d'avoir une gouvernance un peu tendue. Surtout que déjà, il est inscrit dans la Constitution qui a été votée là, qui a été amendée là, qu'il n'y aura plus de critiques politiques pendant, en tout cas à moins d'1 an avant la prochaine élection présidentielle. Maintenant que le mandat est rallongé, ça veut dire que plus de critiques du tout pendant 6 ans. Et que c'est à partir de la 6e année que les gens vont commencer par alerter. Alors, si tout se passe bien et que le gouvernement ne prend que de bonnes décisions, ne pose que de bonnes actions, c'est tant mieux. Mais s'il y a des choses à reprocher, des choses à dire, et que dans la loi, il est interdit de parler, vous voyez un peu, les gens vont se sentir avoir le dos au mur et ils peuvent aller vers d'autres solutions qui ne sont pas du tout recommandées. Voilà pourquoi, si réellement cette constitution voulait travailler à la cohésion sociale, voulait travailler à l'apaisement des tensions sociales, on ne devrait pas écrire dans la Constitution que personne
n'apportera de la critique politique. L'allongement de plusieurs mandats électifs est l'un des points cruciaux de la réforme. Et quels arguments ont été justement avancés pour justifier cet allongement? Bon, ceux qui ont, en tout cas les défenseurs de la révision, disent que c'est pour harmoniser les élections. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des élections en de différentes années, qu'il faut consacrer plus de temps au travail et choisir une année, notamment la 7e année, pour faire des élections générales. Bon, ça c'est des arguments certainement politiques. Maintenant, dans les faits, ce qu'on a vu, c'est surtout les politiciens qui tirent avantage de la chose, et notamment les politiciens de la mouvance présidentielle, parce que les mandats ont été rallongés, et c'est à l'avantage de qui? C'est à l'avantage des élus. Maintenant, et aux grandes dames de la population, qui n'a pas été consultée, qui n'a pas donné son avis, parce que c'est eux les électeurs. Maintenant, qui leur a posé la question s'ils ont envie de voter dans 7 ans ou dans 5 ans? Cette démarche pourrait comporter, en termes de gouvernance démocratique, des risques pour le Bénin? Oui, mais justement, c'est ça. Il y a ça, il y a le fait que le peuple n'ait pas été consulté. Il n'y a pas eu un débat. C'est-à-dire que, et puis, je trouve que ce n'est pas sain, parce que il n'est pas dit que automatiquement le peuple allait rejeter ça. Mais la décence et le bon sens voudrait que les députés aillent quand même rencontrer leurs électeurs pour leur dire voici ce qu'on a envie de faire. Ne soyez pas surpris parce qu'on va le voter, et quand on va le voter, voilà les avantages. Personne n'a rien expliqué. Donc, quand c'est comme ça, ça veut dire que le ressentiment il augmente, et le sentiment d'être exclu aussi augmente. Et tout ça, ce ne sont pas des facteurs qui font du bien à l'apaisement et à la cohésion sociale, pourtant mise en avant dans les arguments qui ont contribué qui ont permis d'aller vers cette révision. À quelques mois de la présidentielle d'avril 2026, comment cette réforme pourrait influencer les prochaines échéances électorales, en particulier la dynamique entre l'opposition et la majorité présidentielle? Bon, de toutes les façons, je crois que tout ce qui a été fait là a été fait conformément à la logique, je crois, du président Patrice Talon, qui, pour lui, ne voit pas ou alors ne perçoit pas l'utilité ou l'importance de l'opposition. Parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, il est clair, parce que vous avez vu, les démocrates n'ont pas été simplement exclus de l'élection présidentielle. Ils ont été aussi exclus des élections communales. Bon, on verra pour les législatives, ça fait deux jours que la liste est ouverte. Bon, et qu'en 48 heures, personne n'a encore déposé de candidature. Donc on verra bien comment, à ce niveau aussi, ça va se passer. Mais tout compte fait, c'est que cette logique qui constitue toujours à exclure l'opposition, à ne pas vouloir des voix dissonantes dans le débat public national, là, tout ce qui a été fait là, je pense que c'est fait dans la logique du président Patrice Talon. Maintenant, Romiad Ouadani viendra s'installer certainement à la Marina. Peut-être que lui, il aura la formule magique pour apaiser les tensions, pour avoir lui aussi une gouvernance tranquille. Et certains acteurs de la société civile critiquent une révision opportuniste, mais y a-t-il des points de crispation apparents? Non, mais c'est clair, cette révision, elle est opportuniste. Ça n'apporte absolument rien du tout au peuple béninois. Le peuple béninois, ce n'est pas ça sa priorité. Les vraies questions pour le peuple béninois, c'est qu'on organise des élections présidentielles et toutes les élections de manière vraiment inclusive et sans exclure certains candidats. Donc le président de la République qui lui-même est garant de la paix sociale, Yahi Boni est allé le voir pour lui demander d'arbitrer, mais bon, pour lui, il ne faut pas tordre le cou à la loi. Ça a toujours été sa logique, ça a toujours été son leitmotiv. Bon, maintenant, la question c'est de savoir, au fait, pour qui on fait le développement. Si c'est pour la population, si c'est pour le peuple et les citoyens, je pense qu'il faut quelque part quand même, de temps en temps, le laisser s'exprimer. Bon, ce n'est pas le cas. Encore une fois, il y a au sein quand même de la population beaucoup de citoyens qui se sentent exclus
qui vivent cela comme une injustice criade et qui ne savent même plus à qui s'adresser pour avoir gain de cause. La Cour constitutionnelle déclare qu'elle n'est pas compétente. La Sénat qui brusque les choses et qui se précipite quelque part pour invalider des dossiers de candidature, etc. Mais non, je pense que le problème, ce qui se passe au Bénin, met en exergue jusqu'à quel point la mise en œuvre de la démocratie dans les pays francophones d'Afrique constitue vraiment un défi. Oui, mais justement, comment un pays comme le Bénin, longuement considéré comme un modèle de démocratie, surtout en Afrique de l'Ouest, pourrait-il voir son image évoluer après cette révision? Oui, justement, c'est ça. Ça veut dire que le virus antidémocratique a attrapé ou a atteint le Bénin, tout simplement. Parce que le Bénin, après la conférence des forces vives de la nation, a évolué pendant quand même, a évolué 35 ans aujourd'hui, et que jusque-là, tout s'est passé. Donc, il a fallu l'arrivée du président Talon pour redessiner le cadre et casser certains fondements et mettre de nouvelles choses en place. Et ça, les Béninois, en tout cas beaucoup, une grande majorité des Béninois vit cela comme une nouveauté. Ils n'étaient pas vraiment habitués à tout ça. Maintenant, la génération actuelle des Béninois n'a pas appris à lutter. Elle n'a appris qu'à profiter des fruits de la démocratie. Mais aujourd'hui, l'élite, ou si vous voulez les anciens, eux, c'est de hautes luttes, c'est de grandes luttes qu'ils ont pu bénéficier de cette conférence nationale et de cette démocratie. Donc aujourd'hui, les jeunes qui sont là n'ont pas lutté. Ils ne savent pas faire de lutte politique, ils ne savent pas revendiquer leurs droits et ils ne savent pas tenir devant les situations politiques difficiles. Donc c'est maintenant peut-être, c'est pourquoi je dis, quand Romuald Wadagné va venir, on verra bien comment il va rassurer les Béninois. Mais si cette injustice continue d'être creusée à fond au sein du ressentiment du commun des Béninois, bon, vous allez voir qu'ils vont se réapproprier les méthodes de lutte et vont faire face. Comme le disait Karl Marx, ce sont les conditions d'existence qui déterminent la conscience. Voilà. Et dans le contexte actuel, quel scénario possible voyez-vous pour les 5 prochaines années au Bénin? Bon, en tout cas, avec ce qu'on a là, la configuration et la réelle politique qui est en cours aujourd'hui au Bénin, si c'est bien géré, on va assister, n'est-ce pas, à un repositionnement politique, si c'est bien géré. Maintenant, si c'est mal géré, là, on risque d'avoir des tensions sociales et d'avoir certainement des luttes d'autres types qui vont émerger. Parce que le Bénin est un pays qui a expérimenté la démocratie et l'alternance pendant tout ce temps. Bon, aujourd'hui, ce n'est pas l'alternance qui est mise en cause, mais c'est une sorte d'exclusion. Parce que quand on parlait d'exclusion du candidat des démocrates à l'élection présidentielle et les candidats aux élections communales, il y a eu des communications qui ont émergé et qui jettent le tort sur les démocrates. Et voilà que maintenant, on révise une constitution, sans même si on ne passe pas par la voie référendaire, au moins qu'on dise au peuple ce qu'on a envie de faire et quel est le nouveau cadre macro-politique dans lequel on voudrait qu'il évolue. Mais là, les Béninois se sont réveillés un matin avec une nouvelle constitution, des mandats qui se sont rallongés à gauche, à droite, et ils n'ont plus de bouche pour parler. Mais au regard de l'opposition béninoise, quelle analyse faites-vous? Déjà pour la 2e fois consécutive, les démocrates se voient exclus de la course à la présidentielle. Bon, la communication, je ne dirais pas officielle, qui inonde la toile, c'est que c'est leur faute. C'est sûr que c'est un attelage de difficultés ou de problèmes. C'est sûr qu'au sein des démocrates eux-mêmes, ils ne se sont pas bien organisés et qu'il y a des dysfonctionnements et qu'il y a un management qui n'a pas répondu donc aux réalités en face. Mais dans le même temps, lorsqu'on voit que les députés démissionnaires des démocrates sont tout simplement allés prêter main forte à la mouvance présidentielle pour réviser la Constitution,
On comprend très bien ce qui s'est passé. Ça veut dire que c'est des gens... une opposition qui se fragilise davantage. Il est difficile de croire qu'il n'y ait pas eu des mains derrière pour descendre le parti, simplement pour aboutir à ce qu'on vient de voir, l'adoption d'une constitution révisée. Et justement, la Cour constitutionnelle béninoise a publié dans la soirée de jeudi 13 novembre 2025 la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle d'avril 2026. Et seules 2 candidatures sont définitivement retenues. Oui, il n'y a pas de surprise à ce niveau. Il n'y a pas de surprise. C'est les 2 candidatures qui ont été envoyées par la Sénat à la Cour constitutionnelle, qui ont passé l'examen médical et qui ont été confirmés définitivement avec, bien évidemment, leur colistier. Donc, c'est sans surprise. Le prochain président de la République sera Romuald Wadanyi. Et puis, son concurrent ou son adversaire politique, avec lui, ont un accord de gouvernance. Donc, un match amical, quoi. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Mais, comme je l'ai dit tantôt, pour l'instant, les opposants n'ont pas un problème avec Romuald Wadanyi. Ils ont certainement des difficultés, des divergences avec la manière et les actions du président Patrice Talon. Maintenant, quand Romuald Wadanyi va s'installer, les Béninois verront ce qu'il fera. Peut-être que tout ça là va trouver des solutions et que le cadre sera plus apaisé. On verra bien. Mais pour l'instant, les Béninois n'ont pas un problème particulier avec Romuald Wadanyi. Et le voisinage non plus d'ailleurs. Justement, dans l'ensemble, dans un contexte plus global, dans la zone ouest africaine, entre crise politique, situation sécuritaire préoccupante, quelle lecture faites-vous des choses dans les années à venir, pour les 5 ans par exemple? Oui, tout va se jouer sur si vous voulez, sur le programme de gouvernance, le projet de société de Romuald Wadanyi. On sait que c'est lui qui sera le président. On sait que certainement il va aller dans la continuité des actions de développement. Mais qu'est-ce qui sera le contenu de son activité ou de son action diplomatique, sociale, etc. Quel sera son rapport avec ceux qui ne sont pas d'accord avec sa politique? Pour l'instant, on n'en sait rien du tout. Donc on lui laisse pour l'instant le bénéfice, les Béninois lui laisseront le bénéfice du doute et lui laisseront certainement un délai de grâce. Alors comme je l'ai dit, c'est quand il va prendre le pouvoir, on verra la configuration de son gouvernement et du programme qu'il va dérouler. On verra ça dans les campagnes déjà. Maintenant, les Béninois vont se rendre compte en fait dans quoi ils sont. Parce que pour l'instant, il n'y a pas matière à se précipiter pour porter des jugements sur Romuald Wadanyi. Êtes-vous inquiet quant à l'évolution de la démocratie en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? En tout cas, la mise en œuvre de la démocratie, elle est éprouvée. Elle est éprouvée. Vous voyez, par exemple, on est souvent dans des systèmes où le chef de l'exécutif, généralement le président de la République, il a une même mise sur les partis. Ce qui fait que les rôles ne sont pas souvent bien joués. Un député se croit plus redevable, vous voyez, à son parti politique, à son président de la République, qu'à la nation. Et ça pose un problème. Donc, à partir de ce moment, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que les députés travaillent vraiment? C'est vrai, on les voit en activité, ils font des sessions, ils votent des lois. Mais pour ce qui concerne le contrôle de l'action gouvernementale, qui est leur deuxième rôle, leur deuxième mission fondamentale, est-ce que ça se fait toujours dans les règles de l'art? Donc je pense qu'au Bénin, la démocratie a été éprouvée et confrontée au défi du moment. Maintenant, on verra dans la mise en œuvre de la politique de Romuald Wadanyi comment il va réussir à mettre de l'ordre dans tout ça. Mais globalement, en Afrique, c'est triste de le constater, comment les constitutions peuvent être révisées, comment les républiques même peuvent être changées, sans que cela ne soit véritablement pour impacter le développement ou l'intérêt supérieur de la nation. C'est tout simplement des gens qui veulent continuer à bénéficier
des largesses du pouvoir et de la jouissance, mais qui ne pensent pas beaucoup au peuple. Et c'est vraiment dommage pour l'Afrique. Et puis surtout, tout ça n'arrange pas le cadre macro-politique, le cadre macroéconomique, et que c'est difficile d'évoluer dans des contextes comme ça. Ce qui fait que... et puis, le plus grave, c'est que quand vos droits sont lésés, quand l'opposition ne peut plus porter des revendications, la Cour constitutionnelle qui peut arbitrer et fait des fuites en avant, et que la justice est au pas, et que même les forces de l'ordre sont au service exclusivement des princes, l'environnement devient tout simplement difficile pour que les talents s'éclorent et évoluent. Donc, je pense que c'est des vrais défis pour lesquels il faut continuer à travailler simplement. Merci, Nourdine Diallo. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.